Bien, merci Alcide de cette présentation. Je pense que vous m'entendez. Et voilà, on continue. Et oui, j'ai quand même un mot, en quelque sorte, un mot d'excuse à vous présenter, s'il vous plaît. C'est que effectivement, j'ai demandé à Alcide de changer in extremis le titre de la conférence. Je comptais effectivement parler d'un livre précédent dont le titre était Les échecs. C'était pas les échecs de la Révolution, c'est penser les échecs de la Révolution. Ce qui est quand même autre chose. C'était surtout essayer de comprendre ce que ça voulait dire et ce qu'on pouvait en faire, ce qu'on doit faire d'un échec. Je considère que quand on n'a pas compris pourquoi on avait échoué, on n'arrive pas à le dépasser. Et dans ce livre, effectivement, la question que je débattais était la question du peuple. Quel peuple était présent, actif dans la Révolution. Et je savais très bien que le livre, donc celui-ci, hein, La Grande Peur de juillet 1789, était prévu pour sortir en mars. Sauf que je suis imprudent, superstitieux, et que je ne voulais pas prendre le risque d'annoncer que le livre allait sortir et d'arriver devant vous sans que le livre soit arrivé. Vous me direz, il est apparemment pas arrivé à Arras. Donc, on n'a rien gagné. Mais c'est comme ça, peut-être qu'il arrivera un jour à Arras. Bon. Donc, in extremis, il me semblait quand même préférable de parler de la Grande Peur de juillet 1789 aujourd'hui, je dirais pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que la Grande Peur, même si vous ne savez pas exactement de quoi il en retourne, ça traite du début de 1789, de juillet 1789, au moment où il y a ces émeutes, ces révoltes, ces grands courants de peur qui touchent l'ensemble de la population française. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand même pas anecdotique, que lui qui a fait un livre que je discute précisément dans celui-ci, il y a presque 100 ans, Georges Lefebvre, était lillois, et que le livre qu'il écrit, qu'il publie plus exactement, en 1932, qui s'appelle La Grande Peur en France, c'est le livre que je reprends, que je réexamine et sur lequel je tire une autre leçon, différente. Mais la troisième raison aussi, c'est qu'il ne me semble pas que ce soit, et c'est ça la raison essentielle, que ce soit un examen inutile et que ce ne soit surtout pas un examen d'érudit, de reprendre un livre qui est jusqu'à aujourd'hui le seul livre qui a été fait sur la Grande Peur et le livre que tout le monde cite régulièrement pour dire quoi? Pour dire, je résume à toute vitesse, et c'est par là que je vais commencer véritablement, pour dire que finalement, c'est ce que Lefebvre va expliquer, que la Révolution française a commencé par être une révolution des élites, donc les privilégiés contre le roi, mais ensuite une révolution aussi parlementaire, en définitive, la révolution des États généraux contre le roi, faisant que les États généraux deviennent l'Assemblée nationale. Alors on dit toujours l'Assemblée nationale, c'est le 17 juin, elle se réunit pour la première séance véritable à l'extrême fin de juin et au début de juillet. C'est vraiment au tout début de juillet que l'Assemblée nationale se met à fonctionner. Donc, deuxième révolution en quelque sorte, avec ensuite une troisième révolution qui serait, avec la prise de la Bastille, la révolution du peuple urbain. Et il y aurait en quelque sorte une quatrième période de cette année 1789 qui serait, je résume un peu en ramassant un peu les arguments de Lefebvre, qui aurait eu lieu du 20 juillet au 6 août 1789 et qui aurait été la révolution des campagnes, où il y aurait eu une prise en quelque sorte
par l'ensemble des ruraux de la marche de la Révolution, et cette marche de la Révolution se serait manifestée essentiellement pour Lefebvre par ce grand courant de peur qui aurait traversé toute la France. Voilà. Et ensuite, tout le monde connaît la suite, parce que c'est la nuit du 4 août. Et la nuit du 4 août, c'est l'abolition des privilèges, c'est l'union du pays, c'est l'annonce de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août, et en quelque sorte, il y a cette espèce de liaison continue qui fait que depuis 1788, quand on lance la réunion des États généraux au 26 août 1789, il y a cette allée monumentale dans laquelle la Révolution s'installe. Bon, ben voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de démonter tout ça. Mais, alors avec une chose quand même que je veux préciser. Parce que je vais vous le démonter, et ce n'est pas une accusation contre Lefebvre. Qu'on se mette bien d'accord, je n'ai pas envie de dire que c'est un préjugé, je n'ai pas envie de dire que c'est une erreur, je n'ai pas envie de dire que je vais déconstruire, je refuse tout ça. C'est quelque chose qui me semble dangereux même. Et ce que je veux faire tout simplement, c'est en quelque sorte de continuer le travail de Lefebvre. Et je le dis très sérieusement. Je le dis très sérieusement parce que ça part, c'est une histoire en quelque sorte un peu bizarre, personnelle. C'est en 2010, à l'occasion d'une table ronde organisée à la Sorbonne, on était une petite dizaine entre nous, j'avais proposé de revenir sur la Grande Peur. Et si je vais proposer de revenir sur la Grande Peur dans une journée consacrée à Georges Lefebvre, c'est que bêtement, je dis bêtement, j'avais tout simplement rencontré, sans l'avoir préparé du tout, sans l'avoir calculé, comme on dirait aujourd'hui, qu'il y avait dans les armoires de l'Institut d'histoire de la Révolution française des cartons dans lesquels il y avait des petites notes qui étaient la moitié d'une page comme ça, écrites avec pratiquement d'une écriture quasiment illisible. Allez, pour faire bref, on va dire 10 000 petites feuilles. Oui, hallucinant. Les notes que Georges Lefebvre avait écrites entre 1915, 1920 et 1930, qu'il avait laissé dans un carton une fois qu'il était parti de la Sorbonne en 1945, en définitive, il meurt 15 ans plus tard, et que personne n'avait jamais reprise. Claude Mazauric les connaissait, en avait fait état dans un livre en disant il y avait ces notes. Quand je les découvre, je n'avais pas lu la note de Mazauric, et je tombe sur ces notes et je n'en reviens pas. Je n'en reviens d'autant moins que quand je me mets à les lire, je vais le dire comme je le pense. Je me rends compte que, et je le dis très sérieusement, très calmement, que les notes que je lis sont des notes que Lefebvre a utilisées, qu'il a vérifiées, qui sont remarquablement transcrites, et que Lefebvre n'a pas utilisées dans sa totalité. Dans des archives, dans des livres. Il a lu pendant une vingtaine d'années énormément de livres et d'archives dans l'ensemble de la France, et il notait ça sur des dos d'enveloppes, sur des pages de journaux, et avec des pattes de mouche. Or, une partie de ces notes, et je me rends compte tout de suite, je ne dirais pas disent le contraire de ce qu'il écrit, mais pas loin. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Bon. Donc j'en fais état dans la journée d'études de la Sorbonne, et j'en fais état, et je dois dire, je ne suis pas forcément fier, hein, mais l'histoire s'écrit aussi comme ça, je décide que je n'écrirai rien. Je le dis devant 10 personnes, il n'y a pas de transcription, ça ne passe pas sur Insta, donc personne ne le sait, et je me dis, j'en ferai rien. Parce que, honnêtement, je me suis dit, d'abord, c'est un travail horrible à faire,
Et puis ensuite, ça m'a fait peur en disant, mais si je le dis que des gens s'en emparent, ça va poser problème. Je dois dire que je les ai lus. J'ai lu ce que j'ai pu. J'en ai lu, j'ai lu autant que j'ai pu, des milliers, mais je n'ai pas tout lu, parce qu'il y a des notes que je n'ai pas pu lire. Bon. Et puis, il y a exactement 2 ans, une éditrice m'a contacté en me demandant, comme ça, tout à fait naïvement, je n'avais parlé à personne, si je voulais faire un livre sur la grande peur. Et là, je me suis dit, bon, alors, c'est la Providence, c'est Dieu, c'est ce que vous voulez, donc c'est pas possible. Je dis oui, donc on le fait. Et puis, je me dis aussi que si je ne le faisais pas, et si je ne disais pas ce que j'avais lu, des personnes qui pourraient être mal intentionnées pourraient s'en servir. Donc, quand on tombe sur un abcès, il faut le purger. Point barre. Donc, je dis là aussi comment Lefebvre a, de bonne foi, et ça j'en suis absolument certain, de bonne foi fait une histoire qu'il a bâtie en fonction de son époque, en fonction de ce qui était attendu par ses collègues, en fonction de ce qu'il estimait nécessaire de dire à un moment donné. Et je ne lui en veux pas, et je pense qu'il faut le comprendre aussi, en le disant aussi autrement, parce que c'est valable pour lui, c'est valable pour nous, c'est valable pour moi. Nous ne travaillons sur l'histoire qu'en fonction du contexte dans lequel on est, de l'actualité et du besoin que l'on a de dire on va démontrer quelque chose que les autres n'ont pas démontré. Donc, je n'ai pas envie d'accuser Lefebvre, ni de le prendre comme un mauvais historien. Il a fait un travail exceptionnel qu'il faut reconnaître, dont il faut donner les limites. Puis peut-être aussi, mais ça c'est la fin du livre, il faut dire des choses comme ça. Il y a 4 parties dans le livre. La dernière partie, bien, je rappelle gentiment, mais quand même clairement, ce que tous les historiens qui ont suivi Lefebvre ont fait de la grande peur. Ils ont repris Lefebvre sans jamais remettre en question, même des choses qui n'étaient pas très simples dans le livre de Lefebvre. Voilà. Donc, c'est ce que je veux faire aujourd'hui, tout de suite devant vous. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'un livre qui a mobilisé des connaissances incroyables, en respectant l'auteur, en respectant ce qu'il a écrit, et en arrivant malgré tout à dire, je ne dirais pas le contraire, mais autre chose. Une autre leçon de la leçon qu'il a donnée. Voilà, le deal. Le livre de Lefebvre, c'est donc La Grande Peur de 1932. Donc, pour le dire très simplement, Lefebvre travaille sur 3 semaines. De 1789, et précisément, le plus simple, c'est vraiment brièvement, le livre de Lefebvre est composé de 3 parties. De 3 parties, je vous les cite. Donc, il ne travaille vraiment que sur les quelques semaines de 1789, et vraiment essentiellement entre le 20 juillet et le début août. Mais en même temps, ça n'empêche pas de faire un retour en arrière très important dans la première partie. Lefebvre va commencer, et on est directement dans le sujet du cycle de conférences qui réfléchit sur le peuple. Lefebvre commence son livre avec une partie importante sur l'état des campagnes, en insistant sur la faim dans les campagnes, sur l'importance de toutes les personnes qui errent dans les campagnes, et il insiste sur les émeutes de 1789 et aussi ce qu'il dit aussi sur les premières peurs. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, et c'est ça qu'il faut absolument comprendre, si je le résume très brièvement, ce qu'il dit, c'est que les campagnes françaises sont globalement homogènes, qu'il y a un bon accueil finalement des errants, oui, dans la paysannerie, même s'il y a des petites phrases un petit peu ambiguës, mais qu'il y a véritablement une solidarité rurale et une solidarité aussi qui est due à la famine et aux conditions de vie difficiles.
on part vraiment sur quelque chose qui est, je dirais, classique dans la présentation traditionnelle de la révolution qui naît de la faim, la révolution qui naît de la hausse des prix du blé. Si vous me permettez tout de suite, ça oublie quand même quelque chose d'important, c'est que ça faisait une quarantaine d'années qu'il n'y avait plus les grandes famines, qu'il n'y avait plus les grandes épidémies, que la population n'avait jamais été aussi importante et que le nombre de jeunes gens n'avait jamais été aussi important en France. Autrement, on ne peut pas comprendre les guerres qui suivent et le fait qu'on va pouvoir mobiliser des centaines de milliers de gens. Donc on n'est pas dans un pays affamé, on est dans un pays qui connaît une crise. C'est pas la même chose. Bon, mais disons que cette crise-là, elle est en quelque sorte rassemblée par Lefebvre. Et il insiste ensuite sur l'idée qu'il y a dans une deuxième partie des événements qui sont très troublants, des événements troublants qui sont en quelque sorte de trois ordres. Le premier, c'est que se répand en France l'idée du complot aristocratique. Le complot aristocratique, pour dire la vérité, Lefebvre ne dit pas très exactement ce que ça est. Il le dit de deux façons. Le complot aristocratique, c'est soit le complot que les aristocrates eux-mêmes entretiennent contre le roi et contre les États généraux, soit l'idée que l'ensemble du pays se fait des aristocrates qui complotent entre eux contre la révolution. Je suis clair, il y a le complot aristocratique à deux faces. Et les deux, doivent être liés, et on n'arrivera pas à savoir très exactement sur quoi Lefebvre insiste. Est-ce qu'il y avait un complot aristocratique, ou est-ce qu'on croyait que les aristocrates complotent? On peut s'en sortir en disant les deux sont vrais. Bon, il y a bien la croyance dans le pays que les aristocrates sont en train de comploter, et ça a relié avec l'idée qui date de 30 ans plus tôt à peu près, de, vous savez, la guerre des farines des années 1770-1775, quand on accusait le roi d'avoir voulu affamer le pays. Et là, il y avait bien eu trace de complot. Et puis on se rend compte aussi qu'il y a bien, effectivement, dans l'aristocratie, c'est-à-dire la haute noblesse, des gens qui sont en train là de s'allier entre eux. Donc l'idée qu'un complot existe dans l'aristocratie est absolument pas faux, mais l'idée aussi que dans l'ensemble du tiers-État, mais de l'ensemble du pays, il y ait cette peur d'être pris dans un complot, c'est aussi une réalité. Le complot, c'est quelque chose qui est très constitutif des mentalités. Vous me direz, aujourd'hui encore, et ça aussi, ça mérite d'être bien compris, nous vivons dans un temps complotiste, et en 1789, c'était aussi cette réalité. Là-dessus, l'historien américain Timothy Tackett a un peu remis les pendules à l'heure en essayant justement de dire à la fois ça existe et à la fois il faut vraiment essayer de ne pas être obnubilé par cette idée qui est quand même une idée trop vague. Il faut essayer de la comprendre dans sa réalité. Et en lien avec le complot, Lefebvre dit, et d'une façon qui m'a toujours dérangé, pour dire la vérité, depuis longtemps, c'est qu'il y avait eu des révoltes en 1789, en même temps qu'il y a la prise de la Bastille. Il y a un certain nombre de révoltes et d'émotions populaires, comme on disait il y a une trentaine d'années, dans l'ensemble du pays, notamment en Bourgogne, mais aussi en Normandie, mais aussi dans le Poitou, mais aussi autour de Nantes. C'est des espèces de révoltes dont on ne sait pas exactement comment les cataloguer, et des révoltes qui font peur, et des révoltes qui provoquent aussi, et ça aussi Lefebvre va le dire comme ça, la naissance d'une nouvelle crainte, la crainte des brigands. Donc toujours dans la même partie, il y a les complots aristocratiques, il y a ces révoltes dans un certain nombre de régions en France, et notamment autour de Lille, pas des grandes révoltes, mais quand même. Et puis, il y a la crainte des brigands. Lefebvre écrit que le bruit se répand, mais ça a commencé déjà avant, de voir l'ensemble du pays envahi par, on ne sait pas, des Anglais, des Galériens, des ouvriers de Paris,
tout ce que vous pouvez imaginer, des Polonais même. Oui, mais le mot circule, c'est assez impressionnant. Et puis, surtout, des brigands qui sont lancés par le duc d'Artois, le comte d'Artois, pardon, et le duc d'Orléans, je les ai confondus tous les deux, le comte d'Artois, le frère de Louis XVI, le duc d'Orléans, le cousin qui votera sa mort par la suite, qui aurait lancé pour des raisons opposées, mais malgré tout de la même façon, des hordes de paysans ou d'ouvriers dans le pays pour sauver le pays. Donc ces trois raisons-là, le complot, les révoltes et la peur des brigands, auraient créé dans la France de 1789 un moment de grand trouble qui débouche sur quoi? Et ça, c'est en quelque sorte, enfin, la troisième partie et l'objet véritable du livre qui aurait provoqué la Grande Peur. La Grande Peur que Lefebvre qualifie avec ce mot-là, on y reviendra tout à l'heure, et que Lefebvre va cartographier, et là j'ai besoin de votre aide, on passe à la diapo qui suit, c'est-à-dire que dans l'ensemble du pays, et c'est une des raisons des notes de Lefebvre, il va cartographier d'une façon absolument invraisemblable la circulation de ce qu'il appelle les peurs dans le pays, et alors là, la diapo se fait attendre, elle va arriver. Voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est une carte incroyable, mais véritablement extraordinairement impressionnante. Lefebvre réussit à bâtir cette carte jour par jour, ville par ville, lieu par lieu, en essayant de suivre la trajectoire des peurs qui auraient traversé l'ensemble du pays. Et il s'appuie pour ça sur tout ce qu'il a lu. Donc la lettre d'un curé à un autre, le passage d'un journal, les études qu'il a lues depuis une vingtaine d'années et qui ont été faites sur l'histoire de la Grande Peur. Et donc il essaie de cartographier l'ensemble de la circulation. Je ne vous les présente pas parce que c'est quelque chose de très très impressionnant et en même temps d'impressionnant et aussi d'un peu étonnant, parce que comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il y a bien eu cette liaison d'un point à l'autre, par quel réseau et quelles répercussions lieu par lieu? Est-ce qu'il y a eu des émeutes? Est-ce qu'il y a eu des émotions? Ou est-ce que c'est seulement un bruit qui a couru? Lefebvre ne le dit pas. Donc, à la fois c'est précis, et à la fois c'est finalement imprécis. Il y a quelque chose là qui mériterait d'être véritablement étudié de beaucoup plus près. Et donc, ces courants de peur par-dessus le marché, Lefebvre estime qu'ils ont entre 5 et 6 origines. L'idée essentielle de Lefebvre, c'est de dire, je suis capable de dire, il y a des épicentres à partir desquels il y a eu cette expansion des bruits qui aurait comme ça traversé tout le pays. Il y aurait seulement entre 5 et 6, après des historiens vont chipoter en disant il n'y en a pas 6 mais il y en a 7, mais on est entre 5 et 7, il y en a un notamment autour de Ruffec, il y en a un autour d'un village qui s'appelle Estrée-Saint-Denis au nord de Pontoise, qui aurait été en quelque sorte le lieu d'un démarrage de cette peur qui aurait circulé comme ça. Je redis, il n'a pas qualifié les peurs, et il y a là cette espèce de volonté de suivre la distribution des courants. Mais ce qui est aussi, je dirais, problématique, on peut revenir sur la diapo? Ah oui, qui a disparu, bien sûr. Vaut mieux la laisser. Hein. Voilà, parce que ma tête, tout le monde la voit en direct, c'est pas intéressant. En revanche, la diapo, voilà. Ce qui est intéressant aussi dans cette carte, elle est tronquée, c'est pas du fait c'est comme ça qu'elle a été publiée. Hein. Il n'y a pas de... elle a été publiée et reprise pour les raisons de publication, mais c'est vraiment les troncatures ont été faites originales. Et alors ce que Lefebvre montre aussi, et ça c'est très étonnant, et en même temps
ça oblige à la réflexion. C'est que Lefebvre dit il y a eu des zones de révolte, et ce sont les zones qu'on voit de toute façon ici en plus sombre, toutes les rayures sombres, c'est la Normandie, c'est la Bourgogne, c'est le sud de l'Alsace, c'est le Mâconnais, donc des zones de révolte véritables, dans lesquelles il n'y aurait pas eu, selon Lefebvre, de peur. C'est soit on se révolte, soit il y a des peurs. Et puis, il dit aussi qu'il y a des zones qui n'ont pas été touchées, ni par les révoltes, ni par les peurs. Et je dirais, il y en a 4 qui m'intéressent principalement, c'est la Bretagne, le haut de Normandie, on n'en parlera pas trop, mais on y viendra, c'est la Lorraine et l'Alsace, c'est le bassin aquitain, et c'est une partie de la Provence. Et pour Lefebvre, ce qui est évident, c'est qu'il y a, pour des raisons peut-être un peu mystérieuses. Oh là, pardon. Non, ce n'est pas un attentat, tout va bien. Donc, pour Lefebvre, il insiste sur le fait qu'il y a eu, pour des raisons presque mystérieuses, il le dira à plusieurs reprises, ce courant de la grande peur, c'est un phénomène inquiétant et étonnant. Voilà, qu'on n'est pas capable d'expliquer véritablement et qui bute en définitive sur des môles où il y a des espèces de résistance de l'opinion à accueillir la peur, de résistance globale qu'il faut prendre comme ça. C'est en quelque sorte là une espèce d'instantané de l'opinion publique. Alors, le livre a été publié en 1932 et le livre rentre aussi dans un moment où on se met à étudier les mentalités, et il faut faire un petit point, ça va être la suite, il faut faire un petit point sur l'année 1932, non, alors c'est l'autre d'après ou d'avant, il y a un problème, voilà. Et pourquoi il y a des zones non touchées alors ? Pardon ? Et bien voilà, vous m'accordez 20 minutes et je vous réponds. Mais s'il n'y a pas de suspense, vous allez tous partir. Il faut bien que je garde un peu de suspense quand même. Mais c'est ça la bonne question. Et vous avez raison. Bon, on est en 1932. Alors je vais faire quand même ce détour, si vous le permettez. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que quand Lefebvre écrit ça, il est à ce moment-là professeur à Strasbourg. Et il a comme collègues Lucien Febvre et Marc Bloch, qui lancent à ce moment-là l'historiographie de la France sur l'étude des mentalités. Bon, Lefebvre est un historien du social, il a travaillé sur des archives économiques et sociales, et quand il parle de la Grande Peur, il rentre dans les mentalités, on voit bien qu'il a changé de domaine. Il abandonne, je compte les hectares, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Et ça rentre là, dans les livres de Lucien Febvre sur les mentalités du XVIe siècle, et puis les livres de Marc Bloch, notamment sur les rois qui sauvent en touchant par leurs mains. Enfin bon, il y a quelque chose là qui appartient à une mode, et à laquelle Lefebvre participe. Et c'est certainement là une des raisons pour lesquelles ce livre apparaît comme extrêmement novateur. Et il l'est. Bon. Mais je crois que le problème, c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête, et c'est la raison, si j'ose dire, de ma présence ici véritablement, c'est que quand Lefebvre écrit ce livre, il répond à l'historiographie précédente. Et l'historiographie précédente que vous connaissez peut-être pas tant que ça, c'est Hippolyte Taine. À l'époque, jusqu'en 1932, et je dirais encore aujourd'hui, Hippolyte Taine joue un rôle considérable. Et Hippolyte Taine, dans les livres qu'il écrit à partir de 1878-1880, dit « La révolution, c'est l'anarchie ». Bon. Et le mot anarchie, c'est le titre d'un chapitre, enfin même d'une partie, avec lequel Taine explique juillet 89. C'est l'anarchie. Bon. Et ce qui se passe là avec Lefebvre, c'est une réponse à Taine
juillet 1789, ce n'est pas seulement la prise de la Bastille et tout, les têtes coupées et les révoltes qu'il y a dans l'ensemble de la France. On revient sur le... Tout de suite. Oui, tout de suite. C'est aussi la volonté de dire, le peuple n'est pas cette bête brute, ce peuple de sauvages, c'est d'éléphants dans un magasin. C'est les citations de thème. Bon, des brutes avinées, évidemment, qui auraient véritablement là terrorisé l'ensemble du pays. Et c'est la réponse que Lefebvre donne à Taine. Est-ce que, quand il emploie le mot grande peur, c'est le mot qui existait avant lui? Eh bien oui et non. Et ça, c'est un point aussi qu'il faut absolument comprendre, c'est que le mot grande peur n'existe pas dans l'historiographie avant 1887. Personne ne dit grande peur avant. Sauf Hollard, qui est le prédécesseur de Lefebvre, qui était le premier titulaire de la chaire d'histoire de la Révolution à la Sorbonne, et qui a été le président du jury de Lefebvre, et pour dire la vérité, la soutenance de thèse s'est mal passée. Bon. Donc, quand Lefebvre va utiliser le mot grande peur, il va utiliser le mot qu'Hollard avait inventé en 1887, dans un journal, mais le mot a été repris par la suite, et pour dire des choses comme elles sont, ça, de ce point de vue-là, je dirais, il faudrait éviter ça. Il ne cite pas Hollard, il cite le pseudonyme qu'Hollard avait pris à ce moment-là, mais il ne cite pas Hollard, le nom d'Hollard n'apparaît pas dans son livre, ce qui est un petit peu indélicat, tant pis, c'est comme ça. Bon. Ce qui est important malgré tout, une fois qu'on a dit ça, c'est que c'est le mot grande peur de Lefebvre qui se diffuse. Et ça, c'est très impressionnant. C'est que Lefebvre, donnant le mot grande peur va s'imposer et à droite et à gauche. Le mot de grande peur, Lefebvre le propose contre Taine, en quelque sorte pour dire non. Les paysans, ce ne sont pas des sauvages, ce ne sont pas des sauvages, ils ont eu peur tout simplement. Mais le mot grande peur va être réutilisé indifféremment par Gaxot, par Soboul, par Lefebvre. C'est-à-dire que d'un seul coup, et c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, le mot grande peur, qui est finalement imprécis, qui désigne quelque chose dont on ne sait pas exactement de quoi on parle, va être intégré dans l'ensemble de l'historiographie. On dira c'est une espèce de temps suspendu entre la prise de la Bastille et la nuit du 4 août, c'est la marche qui permet de comprendre qu'on soit passé de la révolte parisienne à l'acceptation de la révolution dans l'ensemble de la France. Voilà. Donc il y a quelque chose là qui se met en place et qui fait qu'en définitive, toute l'historiographie accepte la grande peur sans jamais la réexaminer dans le détail. On continue? Bien sûr. Attendez. C'est bien. Parce que... L'introduction, c'est... oui. Merci pour lui. Et donc, On vient sur la carte. On vient sur la carte. On vient sur la carte parce que l'exemple justement qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que cette diffusion de cette carte, qui est pour dire la vérité illisible, bon, qui est très impressionnante, c'est monstrueux comme travail. Mais qu'est-ce qu'on en fait, notamment en classe? Je dirais, pas grand-chose. Une fois qu'on a dit que c'était extraordinaire, alors on passe à l'autre carte. Bon. On passe à l'autre carte. Voilà. Et c'est la carte que vous avez peut-être utilisée, connue, etc., qui est la carte que Vauvel avait publiée en 1972, qui s'inspire de la carte de Lefebvre, mais en la synthétisant d'une façon très forte. Alors là, on voit très clairement les courants de la peur. Là, pour Vauvel, il n'y a pas de problème. Vous avez là les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grandes origines de la peur. Et puis, vous avez là aussi la distinction des régions qui restent en dehors. Et on retrouve, grosso modo, ce que Lefebvre avait proposé. On est d'accord aussi. On est là sur la question, et notamment, pourquoi est-ce que l'Aquitaine est une région qui n'est pas touchée?
Voilà. Donc, ce qui est impressionnant là, c'est que Vauvel dit clairement que des régions restent en dehors, que les origines, eh bien, elles sont compliquées, mais on ne sait pas trop pourquoi il y a ces origines-là, et qu'on ne parle pas non plus des gens qui ont, en quelque sorte, sont les auteurs de la circulation de ces peuples. Bon. Donc, et on ne sait pas non plus, en définitive, ce que signifient ces mouvements. Voilà. Donc, malgré tout, on reste là, et c'est cette carte-là qui circule. Et moi, ce que je propose, tout simplement, c'est de rebrasser les choses. C'est de rebrasser les choses, et là, on va rester plus longtemps sur la carte, là qu'il va falloir laisser. C'est la carte qui suit. La carte qui suit. La carte qui suit, qui est... voilà. Ah, pardon. Non, c'est bon. C'est là. Alors là, voilà. Bon, cette carte, dire qu'elle est simple, elle n'est pas si simple, mais elle n'est pas si compliquée que ça. Je vais me lever, on ne me verra pas. C'est pas grave, c'est pas grave. La carte. Non, on verra. Bon, l'idée, c'est d'essayer de comprendre, à partir de ce qu'on lit des archives de Lefebvre, et de relire notamment toute l'historiographie que Lefebvre a utilisée. J'ai tout repris, pour dire la vérité, tout ce que j'ai pu reprendre, pour me rendre compte d'abord d'une chose qui me semblait absolument essentielle, c'est qu'il y a bien des peurs qui sont avant le 20 juillet, des peurs qui sont dans les campagnes et des peurs qui ne sont pas liées à la place de la Bastille. C'est-à-dire que la peur est quelque chose qui circule indépendamment des événements parisiens et des événements versaillais. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment avoir en tête. La deuxième chose, c'est que, à côté de ces peurs, il y a vraiment des événements qui sont essentiels, qui sont ces courants de révolte. Ces courants de révolte, les plus importants, c'est, alors, indiscutablement, le Mâconnais, la Bourgogne, et puis l'Alsace, tout le sud de l'Alsace. Et puis, c'est les trois vraiment, les zones les plus importantes. Une zone autour de Lille, il y a des révoltes. Une zone très compliquée, avec des révoltes importantes. Quand je dis révolte, c'est révolte. C'est-à-dire que c'est 80 châteaux qui sont brûlés, des monastères pillés, etc. Enfin, on est bien dans des révoltes paysannes, très classiques. On me coupe le chat. Hein, ah pardon, voilà. Voilà. Et puis, non. Et puis, il y a une révolte très étonnante. C'est cette révolte ici qui est la révolte autour de Bourgoin. C'est-à-dire, Lyon est ici, c'est la zone de Bourgoin. Et puis, une autre petite révolte ici avec des meurtres. Quand Lefebvre fait son livre, il montre bien qu'il y a eu des émotions, il montre bien qu'il y a eu des commerçants qui ont été tués, mais il finit son livre en disant, finalement, la grande peur, il y a 3 morts. Bon. Et du point de vue qu'il utilise, il n'a pas tort. Le problème, c'est que quand on regarde les morts, il me semble qu'il faut en rajouter un petit peu plus. Alors, je reviens sur les révoltes. Ces révoltes sont des révoltes paysannes classiques, où des masses de paysans qui estiment qu'ils ont été lésés et qu'ils ont des droits pour lesquels ils peuvent essayer d'avoir réparation, ils peuvent se révolter au moment précisément où il y a un vide de pouvoir en France. Donc c'est la révolte ordinaire de paysans mécontents. Et notamment donc Bourgogne et Mâconnais, toute cette zone-là, dans toute cette zone Lugny-Mâcon, il y a des bandes que, si vous le connaissez, qui sont vraiment là extrêmement importantes, qui brûlent les châteaux et qui brûlent les archives. L'idée, c'est bien aussi de brûler tous les droits. Bon. Et on le voit. Et donc là, le résultat, malgré tout, c'est que ces révoltes, elles sont matées. Les révoltes sont brutales et elles sont matées d'une façon très brutale aussi. C'est pour ça que j'ai mis ici, enfin c'est pas moi qui c'est l'infographe, c'est Julien Pelletier, qui est quelqu'un que je trouve moi absolument
extraordinaire à qui j'ai demandé de représenter les répressions. Les répressions, notamment à Mâcon, c'est tout simplement, on pend 21 paysans, et la femme d'un de ces paysans est à genoux sous l'échafaud. Bon, ce qui est quand même pas quelque chose de très sympathique. Globalement, sans doute qu'il y a eu 200 paysans tués, dont certains ont été pendus, et en laissant les corps pendus pendant plusieurs jours pour faire peur à tout le monde. Bon. Pour dire la vérité, Lefebvre le dit sans le dire. Il oublie en quelque sorte cette histoire des révoltes. Il estime que ces révoltes, eh bien, on peut en quelque sorte ne rentre pas dans le phénomène de mentalité et il en parle finalement pas assez. Et aussi pour l'Alsace. Pour l'Alsace, ça pose un problème parce que il y a quand même eu le 20 juillet, indépendamment de la prise de la Bastille. Le 20 juillet, on ne savait pas encore, et la prise de l'hôtel de ville de Strasbourg, qui a été extraordinairement brutale. Et il y a aussi et surtout des choses que j'ai notées ici. Ici, et en haut, en Lorraine, des révoltes antisémites qui touchent des petits milliers de juifs locaux qui sont obligés d'abandonner leurs biens pour se réfugier, notamment dans les cantons suisses à côté. Et là, je dirais, c'est un peu silence radio, alors que l'antisémitisme alsacien, je le dis en toute tranquillité, est bien connu à cette époque-là, et qu'on ne peut pas passer tellement à côté. Une autre révolte aussi assez étonnante, c'est celle de Bourgoin. À Bourgoin, c'est quelque chose d'assez bizarre, parce que, et là ça donne raison à Lefebvre, mais il n'a pas utilisé, je dirais, assez. Ce qui se passe à partir du 15 ou 16 juillet, c'est devant la peur de l'arrivée des brigands, les seigneurs locaux ameutent les paysans de toute la région et les font venir notamment à Bourgoin en leur disant les brigands arrivent, il va falloir qu'on s'arme contre les brigands. Donc les paysans viennent en armes et ils passent une nuit entière sous la pluie parce qu'entre-temps on a appris qu'il n'y a pas de brigands. Non, parce que les brigands, il n'y en a pas. On les voit pratiquement jamais. Bon, on ne sait pas ce que c'est. Donc, les paysans, le 17, ils ont compris qu'ils sont venus pour rien. Ils ont passé la journée sous la pluie. Ils se disent que les nobles les ont utilisés et mobilisés et que c'est à leur détriment. Qu'est-ce qu'il faut? Ils se révoltent. Et il est logique, si j'ose dire. Donc, ils vont, eux aussi, piller les monastères et les châteaux. Il y a là aussi plusieurs dizaines de châteaux et de monastères qui vont être brûlés. Bon. Donc, c'est-à-dire que là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que toutes les tensions qui existaient dans les sociétés rurales, tous les règlements de compte, tout ce qui traînait depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, sont en train d'exploser au moment où il y a ce vide de pouvoir qu'il y a à Versailles et à Paris, et au moment où là les autorités sont défaillantes. Notamment, c'est très frappant dans l'Alsace et la Lorraine. Dans l'Alsace et la Lorraine, les révoltes vont exploser parce qu'il y a 3 groupes rivaux en Alsace et en Lorraine. Il y a le groupe des nobles traditionnels, locaux, qui sont hostiles au roi, parce que les hiérarchies traditionnelles ont été gommées par le roi au moment de l'ouverture des États généraux. Jamais oublier que la noblesse en veut au roi, en Alsace, en Bretagne, en Provence, notamment. Et on y reviendra tout à l'heure. Il y a un deuxième groupe de mécontents, ce sont les patriotes. Des gens comme Roderer, qui jouent un rôle important ensuite, qui sont des gens qui veulent des réformes et qui, d'une certaine façon, qui vont être des futurs révolutionnaires, mais qui, en attendant, sont des gens qui s'opposent à la noblesse traditionnelle. Puis il y a un troisième groupe, qu'on oublie tout le temps. Si je vous dis le général Bouillet, si je vous dis Valmy, celui qui devait attendre le roi à Valmy pour le protéger, l'emmener à Sainte-Médéoule, Bouillet est un contre-révolutionnaire total, un vrai partisan de la royauté. Il est hostile à la fois aux aristocrates traditionnels et il est hostile aussi aux patriotes. Seulement, il n'est pas idiot, Bouillet.
Et Bouillet se rend compte que pour calmer le jeu, il va s'allier avec les patriotes, s'allier avec Roederer pour rétablir le calme. Et ce qui se passe, c'est que s'il y a bien des révoltes dans le sud de l'Alsace, oui, tout le nord et le nord de la Lorraine va être tenu par les forces partisanes du roi, tenues par Bouillet, aidées par les patriotes, par Roederer, qui sera plus tard un révolutionnaire, donc une espèce d'alliance à laquelle on ne s'attend pas forcément, mais qui marche, puisque ça va réussir à calmer le jeu et que les révoltes ne vont pas s'étendre. Bon. Donc, si vous me suivez, une zone de révolte et des zones qui vont être touchées par rien. Et après, je finirai pour les milieux. Des zones qui ne vont être touchées par rien, et on va commencer par la plus intéressante, c'est l'Aquitaine. C'est l'Aquitaine. Quand on regarde ce qui se passe en Aquitaine, qu'est-ce qu'on apprend? Non, on apprend qu'en juillet 1789, les impôts n'ont jamais aussi bien été perçus qu'en Aquitaine. Dans l'Aquitaine, autour de Bordeaux, les impôts n'ont jamais été aussi bien perçus en 89 que dans toutes les autres années. Dans toute la France, les impôts sont mal perçus. En Aquitaine, le directeur des fermes est enchanté et il dit quelle bonne année. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement, il y a dans l'Aquitaine, là on est quelque chose qui me semble extrêmement important à comprendre, une région tenue par les armateurs, par des gens extrêmement puissants, qui se retrouvent alliés de fait avec les intellectuels locaux, qui sont tout simplement soucieux de ce qui se passe, mais qui ne veulent surtout pas que la population des ouvriers, des artisans, des paysans puisse s'en mêler. Donc il va y avoir une espèce de cohésion sociale qui va calmer le jeu en définitive, empêcher que les nouvelles n'arrivent de trop, et surtout éviter qu'il y ait des mobilisations dans l'ensemble de l'Aquitaine. L'Aquitaine, de ce point de vue-là, c'est la zone qui évite tout ce qui arrive de Paris et de Versailles. Et de ce point de vue-là, si Lefebvre a raison, c'est bien d'avoir essayé de comprendre comment les nouvelles se transmettent et quels sont les relais. Mais donc il n'y a en définitive pas de surprise, il y a une cohésion sociale qui fait qu'on évite tout simplement les contagions. Et c'est la même chose, mais différemment, sur un modèle différent, en Bretagne et en Provence. Pour quelle raison? Parce que la révolution a été faite avant. Parce que ce qu'on oublie tout le temps, et je ne suis pas certain que vous, vu d'ici, la Bretagne et la Provence, vous connaissiez exactement ce qui s'est passé, c'est que dès grosso modo, la fin du mois de mai et juin 1789, ceux qu'on appelle les patriotes, c'est-à-dire les futurs révolutionnaires, ont pris le pouvoir en Bretagne, et ont pris le pouvoir en Provence, aidé notamment par le comte de Mirabeau, qui était à ce moment-là le patriote en chef, si j'ose dire. Et quand ils prennent le pouvoir à Rennes et à Brest, ils s'opposent aux ruraux envers lesquels ils n'ont pas vraiment confiance, mais ils s'opposent surtout à la noblesse traditionnelle qu'ils musellent. Et bon, l'exemple de la Provence est de ce point de vue-là extraordinaire. Mirabeau réussit en quelque sorte à éliminer tous les nobles provençaux en ralliant à lui la population de Marseille qui était déjà en révolte, en s'appuyant sur les patriotes et d'un seul coup en installant avant le 14 juillet, en quelque sorte, un régime qui est déjà favorable aux réformes, qui sera en définitive un régime qui annonce la révolution. Alors, est-ce qu'il faut employer le mot révolution? Ça, c'est le problème. Est-ce qu'on peut être révolutionnaire avant la révolution? Toute la question est là. Bon. Mais en l'occurrence, là, ce qui est certain, c'est que les patriotes, les futurs révolutionnaires, tiennent cette région-là et vont empêcher que les nouvelles... Alors, les nouvelles arrivent, on le voit bien. Et Lefebvre l'a noté, la peur, disons, des échos de peur arrivent, mais les autorités patriotes tiennent
quelque sorte fermement les choses, et il n'y a pas de trouble, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de révolte. Je me suis amusé, et c'est pour ça que j'ai mis ici le mot, une référence à Thiers dans le Massif central. Je me suis amusé à signaler que autour de Thiers, en juin, donc un mois avant le 14 juillet, il y avait des émotions populaires assez importantes. Le maire de Thiers et son fils avaient fait le tour des environs, avaient distribué du pain et des soupes, avaient calmé tout le monde, et finalement, eh bien, l'émotion était retombée. Quand les nouvelles venant de Paris arrivent, plus personne ne se soulève. On est là à un moment où, qu'est-ce qu'on voit? On voit les zones où il y a des tensions importantes, et on voit les zones où il y a des autorités qui répondent ou pas. Et c'est le sens de ma carte. Le sens de ma carte, c'est de dire, vous aurez retrouvé finalement, en quelque sorte, tout le découpage de Lefebvre et de Vauvel. Le découpage de Lefebvre et de Vauvel, ce grand courant de peur ici, un courant ici, des peurs qui se répandent là, et puis c'est un petit courant là. Mais moi, je le mets à l'envers. Ce qui était négatif chez Lefebvre et Vauvel, en disant ce sont les peurs, je dis ça permet de comprendre, on était dans des zones de grande tension et dans des zones qui étaient plus ou moins contrôlées par les autorités. Et c'est le sens de la carte. Je ne dis pas que ce soit simple à lire, mais ça veut dire que le plus c'est entouré, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, plus c'est entouré, plus il y a de tension, plus il y a d'affrontements possibles, et puis plus il y a de traits serrés, c'est ça veut dire que le contrôle exercé par les autorités locales est le plus efficace, et puis moins il y en a, moins il y en a. Et les zones blanches, c'est là où finalement il n'y a pas de tension immédiate, et il n'y a pas besoin de contrôle. Je redis. J'ai une question. La Bretagne, elle n'était pas blanche dans la carte de Lefebvre? Si. Ah oui. Elle était non touchée. Elle était non touchée. Oui, là, ce que je dis, c'est non touché, mais c'est parce que c'est l'autorité locale, c'est l'autorité. Je reconnais que c'est pas simple, hein, ne vous inquiétez pas. Parce que je dis deux choses qui peuvent être opposées. Je dis avec les entourages, 1, 2, 3, plus c'est entouré, plus ça veut dire qu'on est dans des moments de tension, d'opposition sociale, de mécontentement, d'envie de se battre. D'accord? On a vu les révoltes, et en dessous, il y a l'envie de se battre. Bon. Donc, tout le nord de la France, en définitive, c'est des zones de mécontentement. Voilà. Et puis, deuxième chose, donc, plus on descend, moins ça va être, moins il y aura de tension, même s'il y en a. Mais surtout, la réponse, c'est les traits assurés. Plus les traits assurés sont présents et resserrés, et plus les autorités locales ont le contrôle de la région. Ça marche? Bon. Et c'est ça qui explique que la Bretagne, où il y a des tensions, il n'y a pas de doute, mais tenue par les patriotes locaux qui ne sont pas des rigolos, si je peux dire ça comme ça, ou en Provence, c'est à peu près la même chose. Ne me chipotez pas sur les limites, parce que là, on est vraiment dans une carte synthétique, et je ne défendrai pas, même à 20 km près, la vérité de la carte. Hein. On est bien d'accord. Bon. Mais on est là, dans cette espèce d'expression de la gradation entre les émotions et les contrôles, et surtout l'idée que, en définitive, il va y avoir cette peur, la peur que Lefebvre retrouve, c'est une peur qui est permise parce qu'il y a des trous, en quelque sorte, dans les autorités, dans les lieux où les autorités locales exercent leur pouvoir. Et qui remet en cause, alors là, de ce point de vue-là, qui remet en cause la démonstration de Lefebvre. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce qu'on n'a pas le temps, mais pour prendre les exemples que j'ai cités sont les exemples que je traite spécifiquement dans le livre. Il y a des petits chapitres consacrés à ces villes. Bon, pour en prendre, je dirais 2 exemples, ou 3 exemples. Un exemple, c'est Ruffec. Ruffec, donc ici, Aquitaine,
Charente, c'est considéré comme un épicentre. Quand on regarde dans le détail, quand on regarde dans le détail, et dans les notes de Lefebvre, Lefebvre, je lis ses notes, et les notes de Lefebvre montrent que il n'y a pas de raison véritable pour que le fait que ça a été l'épicentre, que l'épicentre, il y a eu au même jour, le même moment, la même peur, etc. Et que ce sont bien des peurs qui n'ont pas provoqué véritablement de grandes émotions, que il a isolé quelque chose dont on ne voit pas finalement très exactement les raisons. Deuxième exemple, c'est encore, là c'est beaucoup moins connu, Baigne-Saint-Radegonde, toujours dans les Charentes-Maritimes. On a affaire là, si je le dis à toute vitesse, une émotion extrêmement forte où des groupes d'artisans, pas de paysans, viennent menacer le directeur de la collecte des impôts en disant on ne veut plus payer les impôts et on va tuer ton fils. Voilà. Alors est-ce que ça rentre à Baigne-Saint-Radegonde? Donc là, et c'est Lefebvre, et ça, je dirais franchement, c'est quelque chose qui m'a un peu embêté. Lefebvre parle de Baigne-Saint-Radegonde, et je retrouve les notes qu'il a prises aux Archives nationales, dans une série très connue, et que j'ai pu vérifier sans aucun problème. Ces notes étaient impeccables. Or, il ne parle pas des artisans, et il ne prend dans ses notes que ce qui l'arrange dans ses démonstrations. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Il n'est pas montré à quel point les émotions avaient été partagées, et que là, il n'y a pas de ruraux. Bon. Puis alors, il y a une chose aussi qu'il faut avoir aussi en tête, c'est Limoges. Limoges, toujours dans la même région, mais c'est pas mal, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Tout ce que je vous ai dit, il y a des révoltes, il y a des incendies, et que font les aristocrates, les seigneurs, etc., qui ne sont pas toujours nobles, ils s'en vont. Bon, précipitamment. Mais il y a aussi des seigneurs qui restent, et il y a aussi des seigneurs qui se débrouillent très bien. Il y a des seigneurs, et il y en a un quand même qu'il faut citer, qui s'appelle Douai, que Lefebvre va utiliser, mais là aussi, je dirais, il ne l'a pas utilisé jusqu'au bout, un seigneur qui apprend que les brigands arrivent. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il rassemble ses paysans, une petite cinquantaine, et ils partent, lui à cheval, les autres à pied, bien sûr, et ils vont vers Limoges. Mais comme ils sont une petite bande, et ils inquiètent les gens qui les voient arriver, qui les prennent pour des brigands. Donc les gens qui devaient être des sauveurs deviennent des brigands, et qui menacent même de tuer le noble qui était à la tête de sa petite troupe. Et qu'est-ce que les gens de Limoges font pour le sauver? Ils le prennent, ils le mettent en prison. Ah oui, c'est la seule solution. Ils prennent quelqu'un qui est contre les brigands, qui est noble, mais qui est lui-même pris pour un brigand. La seule solution pour lui sauver la vie, c'est de le mettre en prison. Il va y rester 2 ou 3 mois, il va en sortir, et après, il va immigrer. Bon. Donc, on a affaire à quelque chose qui est d'une complexité absolument incroyable, et la région, de ce point de vue-là, la pire, c'est Pontoise. À Pontoise, les peurs, donc nord de Paris, Pontoise, grand port. C'est le port de ravitaillement des céréales de Paris. C'est considérable. Et là, il va y avoir des peurs, mais qui se succèdent, dont Lefebvre ne parlera pas véritablement, et il va y avoir la rencontre, mais c'est quelque chose d'assez sidérant. Les peurs sont calmées par la rencontre de 3 personnes. La rencontre d'un député aux États généraux qui a 25 ans, qui est le duc de Lévis, qui va être un futur émigré, qui annonce à tous les gens qui sont autour de lui que les brigands arrivent, qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Avec la deuxième chose, c'est un des frères Lamette, qui est un député du coin aussi, qui doit avoir 27 ou 28 ans, qui prend la tête des gardes nationales, qui contrée, et qui reçoit l'aide de quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Bachmann, si vous voulez, qui est un Suisse, qui va défendre le roi des Ouds et qui sera exécuté. Bon, vous avez un aristocrate
réformateur. Un noble qui va être révolutionnaire et un contre-révolutionnaire avéré qui vont s'allier tous les trois pour calmer le jeu et éviter que la peur devienne une émeute. Bon. Et puis celui qui trouble la fête, si j'ose dire, c'est une espèce de type qui sort d'une famille un petit peu aisée, qui s'appelle Musquinet de Saint-Félix, qui deviendra sans culotte, qui deviendra président d'un tribunal extraordinaire qui enverra plus de 2000 personnes à la mort en Vendée, c'est quand même pas mal, et qui lui est celui qui attise, qui souffle le feu en poussant les gens à se soulever. Donc ce qui se passe là, c'est ces conflits. On va s'arrêter là, je pourrais les multiplier jusqu'à demain soir. Bon. Dans votre région, Lefebvre, je dirais, est assez prudent. Il avait commencé par dire qu'il y avait peu de grandes peurs arrivant à Lille, dans des articles qu'il fait après, bon, mais qui n'ont jamais été reprises dans les rééditions, parce qu'il n'y a pas eu de réédition du livre de 1932, on se rendait compte qu'il y avait bien eu des révoltes autour de Lille et de Valenciennes, mais pour dire la vérité, alors qu'il avait beaucoup travaillé sur la question, il n'était pas rentré dans une précision très grande autour de cette région précise. Bon. Dans tout ça, qu'est-ce qui reste? Parce que c'est ça qui semble important, puis je m'arrêterai là-dessus. On passe à la dernière, s'il vous plaît. Ce qui reste, c'est, moi je dirais... C'est bon? C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. C'est comprendre, et on s'arrêtera là-dessus. Tout ce que je viens de vous dire, ça s'est passé fin juillet, arrêté le 4 août. Ou arrêter vraiment le 10 août. Je vais expliquer pourquoi. Qu'on se mette bien d'accord. Ce que je vous dis là, ça ne préjuge absolument pas de ce qui se passe un mois après. Parce que au bout un mois plus tard, tout a changé. Et puis à la fin de l'année, il n'y a plus rien qui ressemble à la carte et à mes propos. Hein. On est bien d'accord. C'est un moment suspendu. C'est vraiment quelque chose qui n'a duré que très peu de temps. La première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est ça. C'est quelque chose qui est très peu dit, et je trouve que c'est extraordinairement dommage, c'est qu'il y a eu des répressions extrêmement sévères des révoltes. Mais là, c'est de l'ordre de plusieurs centaines de paysans tués. Ne les cherchez nulle part, on les voit pratiquement jamais. Ceux qui sont cités, c'est ceux autour de Mâcon et de Lugny, que je citais tout à l'heure, mais les autres, notamment à Bourgoin, eh bien, on ne les voit pratiquement jamais dans les bilans démographiques. On les a oubliés, alors qu'il y a eu là des répressions violentes organisées par qui? Organisées par les autorités locales, c'est-à-dire des gens qui sont des futurs révolutionnaires. Il ne faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que des gens qui vont être ensuite maires, qui vont adhérer à la Révolution, qui auront des fonctions importantes jusqu'en 1793, ont participé à la répression violente, policière de 1789. C'est pas surprenant, certains ont été punis, ont été guillotinés en 93, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même vraiment avoir en tête. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu des politiques de contrôle. Moi, c'est ça que je voudrais surtout faire passer aujourd'hui. C'est que finalement, si je le dis autrement, les nouvelles venant de Versailles et de Paris ont ému tout le pays. D'accord. Dans les zones de vide de pouvoir, il y a eu des révoltes. Dans les zones où il y a eu des alliances entre les autorités et les élites, il y a eu un contrôle et il n'y a pas eu de révolte. Il y a eu des troubles qu'on a colmatés comme on a pu. Bon. Et dans les zones où vraiment il y avait une cohésion sociale, il n'y a rien eu du tout. Bon. Donc, ce qui est important, c'est moins de comprendre les peurs, parce que ça, c'est le creux, que le positif, c'est de dire qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'une société se maintient, se consolide et dure? Bon. Et là, il me semble qu'il faut vraiment comprendre ces politiques de contrôle, et on pourrait passer directement tout de suite à ça. C'est que les gardes nationales, les milices patriotiques, ça s'appelait comme vous voulez, les milices bourgeoises, milices patriotiques, les gardes nationales, c'est grosso modo la même chose, se sont mises en place dès le mois de juillet, et même certaines avant.
et ont été surtout mises en place devant toutes ces peurs-là. Ces gardes nationales sont des gardes qui sont pas populaires du tout. Parce que ce qu'on veut prendre dans les gardes nationales, on ne prendra que des gens bien famés. C'est le mot de l'époque. Des gens à qui on peut donner des armes, en évitant de donner des armes à des gens qui pourraient s'en servir contre l'État. Bon. Donc les gardes nationales, par-dessus le marché, sont très souvent, et Lefebvre l'avait noté, sont très souvent dirigés par des nobles, parce que tout simplement, ils sont chefs militaires, ils ont commandé des troupes, ils savent y faire, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Bon. Donc on a affaire véritablement là à des politiques de contrôle, et je disais tout à l'heure des politiques de contournement, l'histoire du seigneur qui part de son château pour être emprisonné à Limoges, c'est ça. On laisse passer la vague, on évite de s'opposer aux paysans qui se sont soulevés, et puis on attend. On attend quoi? On attend la nuit du 4 août. On attend la nuit du 4 août, alors bien sûr, je ne vais pas dire que ça n'a pas existé. Est-ce qu'on a aboli les privilèges? Non. Non. Les privilèges ne sont pas abolis. Les privilèges ne sont pas abolis tout simplement parce qu'il y a eu, au moment de la nuit du 4 août, il y a eu une opération politique organisée par les Jacobins et notamment par les amis de Le Chapelier, et une politique là qui est un usage de l'Assemblée nationale, avec cette grande émotion de capture en quelque sorte de toutes les réformes possibles et des abolitions des droits, mais en abolissant des droits qui pouvaient être des droits honorifiques et en gardant les droits seigneuriaux quand ces droits seigneuriaux étaient liés à des reversements de rente. Et il y a même quelque chose là qu'il faut bien voir, quelque chose auquel on ne fait pas suffisamment attention, et je dirais que c'est l'occasion du livre qui m'a donné, qui m'a mis dans l'obligation, moi aussi, d'être le plus précis possible. Parce que la nuit du 4 août va déboucher, vous le savez, sur la Déclaration des droits de l'homme et l'article 17. Que vous connaissez certainement par cœur. L'article 17, c'est le dernier, c'est le droit à la propriété. Bon. Sauf que la première rédaction de la Déclaration des droits de l'homme, ce n'était pas le droit à la propriété, ça s'appelait le droit aux propriétés. C'était les propriétés avec un S. Et il a fallu attendre 1791 pour que le pluriel, les propriétés, passe à la propriété. Parce que ce qui était prévu dans la première rédaction, celle qui apparaît immédiatement en 1789, c'est de considérer comme des propriétés légitimes les propriétés des droits féodaux qui avaient des rentes. Donc les privilèges n'ont pas été abolis, on a bien gardé les rentes foncières, et il a fallu attendre très concrètement 1793 pour que tout soit aboli. Bon. Donc il y a là, et je dirais, quand je dis qu'un tour de passe-passe, c'est un jugement, mais je pense qu'on ne peut pas malgré tout dire le contraire, et un jugement qui va un peu à l'encontre, je dirais aussi, de ce que Lefebvre écrit. Quand Lefebvre termine son livre sur la Grande Peur, c'est pour dire, bon, finalement, au sortir de cette Grande Peur, au début août 1789, il y a l'Union nationale, il y a même, je cite Lefebvre, la mobilisation nationale. Je ne la vois pas dans les gardes nationaux, je ne la vois pas dans la nuit du 4 août, et là, je dirais que sans du tout, et je le redis, je termine là-dessus, sans du tout vouloir faire un procès à Lefebvre, parce que ce n'est pas du tout mon intention, il me semble que là, il s'est laissé porter, laissé aller à quelque chose qu'il voulait absolument démontrer, qu'on pouvait comprendre, mais il aurait mieux fait de mettre un petit peu, de prendre plus de précautions dans ses affirmations, pour montrer qu'en définitive, ce qui s'était passé là, c'est que les attentes, pour faire bref, les attentes populaires, qui s'étaient exprimées éventuellement d'une façon très violente, n'avaient pas été entendues véritablement, mais juste calmées,
éventuellement réprimé, et que, eh bien, on restait sur un statu quo qui allait, à l'évidence, exploser très rapidement, et ça annonce la suite. C'est-à-dire que c'est parce que tout ça, ça a été juste calmé à un moment donné, que ça repart à la fin 89, et que ça va proliférer jusqu'en 93, jusqu'au moment où il va y avoir ces explosions communautaires, on peut le dire aussi comme ça, dans les différentes provinces. Il ne faut pas l'oublier. Donc on est à un moment extraordinairement fragile. Avant de terminer pour de bon et de vous redonner la parole, un mot sur les femmes, vous en parliez tout de suite. Le fait qu'on parle, pour dire la vérité, très peu. Et pour dire la vérité, je l'ai écrit, donc je vais assumer ce que j'ai écrit, d'une façon qui est traditionnelle, qu'on peut regretter aujourd'hui, puisque quand il parle des femmes, on ne les voit apparaître en définitive qu'une seule fois, en disant que les paysans respectaient les femmes, et qu'à une différence près, où il y avait une bande de paysans qui était passée, et qu'on avait retrouvé Clémence, la bonne du curé, la tête dans le fond et le reste à l'air. C'est dans le livre de Lefebvre. Je ne suis pas wokiste comme on dit maintenant, je ne vais pas faire un procès à Lefebvre, ce qu'il écrivait appartient à une époque, je ne dis pas que c'est bien, je cite. Bon, quand je lis les notes de Lefebvre, je trouve deux autres femmes qui, des jeunes, très jeunes, 17-18 ans, dont une qui prend le fusil, qui se met à la tête de ces villageois, parce que c'est les comtesses, et qui organise les troupes autour d'elle contre les brigands. Et une deuxième, c'est la même chose. Et quand on lit Lefebvre aussi, on trouve un noir. Un noir, et, dans les notes, hein, pas dans le livre. Lefebvre n'en parlera pas. Mais un noir qui est cavalier, qui est arrêté à une barrière de Paris, parce que les gardes nationaux qui le voient arriver s'étonnent de voir ce noir cavalier, le font descendre, et il explique que tout simplement, il appartient véritablement à une troupe commandée par un colonel qui est à la barrière d'Enfer Rochereau aujourd'hui. Hein. Bon. Il a fallu vérifier. Et je vous rappelle qu'il y a à l'époque à peu près 1700 noirs en France. Et qu'un certain nombre sont dans les armées. Donc il n'y avait rien d'étonnant, mais on voit bien, là aussi, malgré tout, que l'arrivée de ce noir à cheval, à grand galop, a inquiété les gens qui étaient là. Pour terminer, avant de vous laisser, je n'en tirerai pas plus de conclusions que tout ce que je viens de dire. Ce que j'ai essayé de faire là, c'est de redonner toute la complexité à un moment, pour dire, ben voilà, les relations entre le peuple et les élites, c'est tout sauf simple. Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de Paris et de la place de la Bastille, parce que ça aurait été le même constat, et je dirais la même désunion. On essaie en quelque sorte, de contourner les divisions, parce qu'on est unis dans un moment, en sachant très bien qu'il n'y a pas d'unité sur le fond, mais que là, en l'occurrence, on fait contre fortune bon cœur, on est contre les aristocrates, on est pour le roi, on est pour le roi, on est pour le maintien de la royauté, et une des conclusions majeures que je répète régulièrement dans le livre, est-ce qu'on peut parler de révolution? Ben non. Ben non. Le mot contre-révolutionnaire va apparaître en janvier 1790. Le mot révolutionnaire va apparaître à la fin 1790. Et vous auriez étonné beaucoup de gens si on leur avait dit qu'ils étaient révolutionnaires. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de révolution. Ça veut dire tout simplement qu'il faut comprendre comment les mentalités se font, comment les choses se mettent en place, comment les rapports de force
change les mentalités et comment des individus prennent des positions et des itinéraires qui sont peut-être parfois quand même imprévisibles. Ça incite, je ne dirais pas à la tolérance, ça incite à la réflexion. Merci. J'étais très attentif à ta conclusion. Et tu n'as pas dit qu'est-ce que c'est que ce quatrième état qu'on essaie de mettre sous tutelle. Alors je n'ai pas bien écouté. Non, non, je ne suis pas parlé du quatrième. La conférence est finie, j'ai plus de vous. Non, en fait, c'est la question. C'est la question essentielle. Nous avons tous l'habitude de parler du clergé, dans l'ordre. Premier état, le clergé. Deuxième état, la noblesse. Troisième état, le tiers-état qui rassemble tout le monde. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que très traditionnellement, le tiers-état n'est composé que par les gens qui en sont dignes. C'est-à-dire que les errants, que les plus pauvres, que les artisans, que les ouvriers, finalement, ne rentrent pas dans le tiers-état. Quand on réunit les tiers-états en 1614, le tiers-état qui est là, c'est le tiers-état des corporations. On est allé prendre des délégués dans les corporations et pas dans la population ordinaire. Ce qui a tout changé, ça a été la réunion pour les États généraux et la réunion pour les cahiers de doléances, où on a rassemblé toute la population dans les assemblées paroissiales ordinaires. Donc là, il y a eu un mélange des gens, au passage avec des femmes dedans. Hein. Il y avait des femmes dans les assemblées du début 1789. Bon. Et c'est là où on se met à parler d'un quatrième état, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans le tiers. On parle autrement, traditionnellement, mais à l'époque même, de haut tiers et de bas tiers. C'est très clair. Mais si vous me permettez, il faut pas. Là aussi, il faut accepter des choses qui nous embêtent quand même. C'est si je me permets de remonter très haut, il faut remonter à Aristote. À Aristote, quand il parlait des citoyens, il disait que tout le monde, il parlait bien sûr ni des femmes, il mettait ni des esclaves. Les esclaves, c'était normal, il n'y avait pas de citoyens. Mais il ne parlait même pas des plus pauvres qui n'étaient pas dans l'Éden, dans les groupes, notamment à Athènes, et qui n'étaient même pas des citoyens. Et pour Aristote, les gens artisans ne pouvaient pas être des citoyens. Donc, c'est tout cet héritage-là qui se retrouve en 1789 et que nous avons, nous, aujourd'hui encore, à discuter. Et c'est ça qui, en quelque sorte, se fissure, se discute et s'affronte entre 1791 et 1799. C'est ça le cœur de la Révolution. C'est aussi quelque chose qui, à mon avis, n'est pas résolu. Je me tais pour de bon.